Je voulais moi aussi vous remercier d'être présent aujourd'hui avec nous et introduire cette séance. Du coup, ça a été un peu fait. On va parler de la lutte de la Palestine dans la lutte de l'immigration en France. Et donc, on a Youssef Boussouma, je vais lui donner la parole. C'est un militant du Parti des indigènes de la République, c'est vrai, mais c'est aussi un militant de longue date de la cause palestinienne en France. Et donc, ce qu'il va nous apporter aujourd'hui, c'est à la fois une perspective historique, une analyse historique, mais aussi peut-être un témoignage de son expérience et de comment lui, il a accompagné cette histoire. On disait dans la note d'introduction à cette séance que l'histoire du mouvement de solidarité avec la Palestine en France est encore à écrire. C'est un peu vrai pour toutes les luttes qui sont encore en cours. C'est toujours difficile de prendre du recul et d'écrire une histoire quand il y a une lutte qui est encore en cours. Mais voilà, c'est aussi vrai pour l'histoire de la cause palestinienne et peut-être encore plus vrai de l'histoire des luttes qui se trouvent à ses marges, et notamment des mouvements de solidarité à travers le monde et donc aussi en France. Il y a quelque chose qui est assez intéressant en France, c'est qu'au sein de cette histoire de la lutte, du soutien à la lutte à la Palestine, il y a une autre histoire qui vient se greffer ou qui vient s'articuler, qui vient à la rencontre de cette histoire. C'est l'histoire de la lutte des luttes de l'immigration, donc lutte des immigrés ou des populations issues de l'immigration en France. Et donc c'est de cette histoire dont on a envie de parler. Donc voilà, on va essayer d'avoir une discussion plus qu'un long exposé. Ça va peut-être pas être facile parce que Youssef est un très bon orateur et donc ça va peut-être être parfois difficile un peu de l'interrompre, mais en fait, voilà, je te lance tout de suite. Je pense que tu as peut-être envie d'abord de nous faire un peu un retour vraiment sur le début de cette rencontre entre les deux histoires. Et donc, je te laisse la parole. Et puis quand je verrai que je peux intervenir et te relancer, poser d'autres questions, je le ferai. Sinon, je te laisserai continuer à dérouler ton fil. Merci Youssef. Non, mais merci à vous d'abord de m'inviter. Et merci à vous d'être présents, chers amis. Voilà, pour cette discussion, une causerie. Je suppose qu'on pourra aussi donner au public. Bien sûr, oui, je n'ai pas précisé, mais on est parti pour environ 40-45 minutes. L'occasion d'intervenir aussi, qui intervient, mais ensuite il y a un échange avec la salle. Les choses sont à préciser. Voilà. En toute modestie, parce que nous n'avons pas l'intention de faire une histoire exhaustive. Et comme tu le disais tout à fait, cette histoire reste à écrire. Et alors l'intérêt, le point positif, le point fort, c'est que nombre des acteurs sont encore présents, sont encore en vie, grâce à Dieu. Et donc, on a encore les moyens d'écrire cette histoire, l'histoire de cette belle passion, de cette histoire d'amour révolutionnaire, comme dirait Ouria Boutelja, parce que c'était vraiment une histoire d'amour révolutionnaire, je pense, plus que tout, cette histoire de l'immigration maghrébine en France, et pas que maghrébine, mais principalement maghrébine, et de la Palestine. C'est assez unique. Pourquoi ? D'abord, il y a des raisons tout à fait sociologiques, factuelles. En France, la France abrite la première communauté arabe dans le monde occidental, et même supérieure à celle des États-Unis, en fait, en nombre. Donc c'est la première communauté en importance. C'est en France qu'il y a le plus grand nombre d'Arabes immigrés, ou l'immigration arabe est la plus importante. Et d'une part, et puis aussi autre chose, la France a eu un rôle tout à fait particulier, très important dans la question de la Palestine et dans la création de l'État d'Israël. C'est un rôle qui est très peu connu, mais je pense que le rôle de la France était encore beaucoup plus important que celui des États-Unis. En 47-48, très rapidement, pas m'arrêter à cela, mais j'ai consacré quelques pages, comment la France a été vraiment la base arrière du mouvement sioniste au moment de la création d'Israël. Et quand je dis la France, c'est vraiment les institutions françaises, le gouvernement français, les institutions politiques, les ministères, tous les ministères ont contribué au soutien à la création d'Israël, que ce soit aussi bien le ministère des Transports, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit le ministère des Armées, et en 47-48. Et puis aussi, je parle des partis politiques et de la société civile.
Tous les partis politiques sont sionistes en 47-48. Je dis bien tous. Je dis bien tous. Je n'ai pas d'exception à apporter. Que ce soit aussi bien sûr, à droite qu'à l'extrême gauche, que ce soit des gaullistes ou des communistes. Ils sont tous sionistes en 47-48. Ça changera après 67, pour des tas de raisons, mais ils le sont tous. À quelques exceptions qui sont plutôt des individus. Bien sûr, il y a René Massignon, alors on trouve ça un petit peu dans certains courants chrétiens, témoignages chrétiens, bien sûr, qui restera, je crois, une figure extraordinaire, puisque témoignage chrétien est né sous l'occupation, dans la défense des Juifs, persécutés. C'est un journal clandestin, c'est un journal qui a payé dans la résistance, et qui ensuite, au nom des mêmes valeurs, après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, prendra fait cause pour les Palestiniens. Georges Montaron, qui était le secrétaire général, enfin le fondateur du journal, le dira jusqu'à la fin. Enfin voilà. Alors 47-48, dans ce contexte, la France, ça a fait justement qu'on a cette immigration importante, alors qui est assez importante en 47-48, qui n'est pas encore autant comme aujourd'hui, mais qui est quand même relativement importante. Depuis l'entre-deux-guerres, il y a de nombreux travailleurs arabes en France, il y a eu l'étoile nord-africaine, de Messali Haj, etc. Donc il y a tout un foisonnement politique, il y a toute une gauche, il y a toute une partie de l'immigration qui se situe plutôt à gauche d'ailleurs, qui est née dans l'entre-deux-guerres, encore une fois, et qui après-guerre se retrouve dans les syndicats. Cette immigration, elle est dans les syndicats, elle est présente, et en 47-48, il y a un petit, il y a deux faits importants à relever très rapidement, sans vouloir s'arrêter là-dessus. Mais c'est la polarisation. Il y a une telle polarisation dans la société que l'immigration maghrébine, d'emblée, prend fait et cause pour la Palestine, évidemment. Un petit exemple, c'est ces bagarres, même entre dockers algériens et dockers français, en 48, lorsque des armes sont acheminées par la France à destination d'Israël, et où on a des bagarres de dockers à Toulon, Marseille, des dockers algériens refusant d'embarquer des armes pour Israël. Et ça donne lieu même à des tensions entre travailleurs algériens et travailleurs français. C'est une histoire qui est très peu connue. Et puis il y a aussi autre chose qui est quand même assez importante, qui ne relève pas exactement de l'immigration, mais quand même, ce sont tous les volontaires maghrébins qui vont partir se battre en Palestine en 47-48. C'est une histoire qui est très peu connue aussi, mais on a des milliers de volontaires maghrébins, surtout tunisiens, mais également algériens et marocains, qui vont partir en pleine occupation, sous occupation française, qui vont donc partir clandestinement, des paysans, des instituteurs. On a vraiment des parcours comme ça, qui laissent tout tomber, qui partent se battre, exactement comme les brigades internationales le feront pendant la guerre d'Espagne pour les Européens, et qui partent se battre en Palestine. C'est une histoire qui est terrible d'ailleurs, parce que c'est le roi Farouk, etc., et ça va mal se passer en plus. Et on va se débarrasser d'eux, on va les mettre dans des casernes en Égypte, et puis on va se débarrasser d'eux, ils vont se battre, et en fait, évidemment, on va les laisser même sans soins, sans alimentation, ils vont même se révolter, la police égyptienne va leur tirer dessus. Enfin, il y a toute une histoire absolument incroyable, mais beaucoup vont mourir en Palestine, du côté de Gaza, et quand ils sont capturés par les Anglais, ils sont remis aux Français. Ils sont bien sûr remis aux Français, parce qu'il y a plusieurs circuits, et la France, évidemment, les incarcère, et puis voilà. Bon, bref, c'est une histoire qui est très importante. Mais il va aussi y avoir des immigrés qui vont partir aussi en Palestine se battre, déjà à l'époque. Donc, très rapidement, c'était un point fort de ce lien, de cette identité, la Palestine représente pour ces travailleurs, pour l'immigration maghrébine, elle représente, comme on le dit trop souvent, ou comme on le pense trop souvent, uniquement par identification culturelle, civilisationnelle, etc. C'est pas uniquement cela. Et d'ailleurs, ça avait été très bien expliqué par Elias Sambar dans Palestine 48. C'est que le sort des Palestiniens, pour beaucoup d'Arabes en général, et a fortiori pour des immigrés, Arabes en France, le sort des Palestiniens préfigure leur sort possible. Et donc, du coup, il y a cette énorme identité, et puis en plus, ils combattent des forces qu'ils identifient comme étant similaires, le racisme, etc., l'impérialisme et autres. On est en pleine guerre anticoloniale au Maghreb et tout, et en même temps, au Maghreb, les sionistes sont très actifs, évidemment, au Maghreb, pour recruter aussi. Donc voilà, donc on a cette identification. L'autre point fort, alors on va faire un bond dans l'histoire pour pas trop vous ennuyer, mais c'est important à signaler parce que c'est une histoire qui est très peu connue. Et l'autre point fort sur lequel
On va s'arrêter ensuite, on va passer toute la séquence sur la guerre d'Algérie, sur le nasserisme, la guerre d'Algérie, où c'est plutôt le panarabisme qui va un petit peu focaliser l'attention, où les Palestiniens n'apparaissent pas tellement en tant que Palestiniens, mais surtout en tant que réfugiés arabes ou en tant que militants arabes, etc., etc. Il n'y a pas encore cette autonomie. Et bien sûr, c'est 67. C'est 67 qui va être, on le sait, hein, c'est connu, 67 va être le grand révélateur de ce second temps fort. Il y a une migration maghrébine très importante en France. Il y a les restes des réseaux du FLN. Alors, même s'il y a une contestation du FLN en Algérie, on a par exemple Mohamed Boudia. On a aussi Mohamed Boudiaf, on a les deux, on a Boudia et Boudiaf. Ils sont pas ensemble. Hein. Mohamed Boudia qui tombera martyr, comme en France, qui sera assassiné par le Mossad au début des années 70, qui était un Algérien, qui était un grand militant du FLN pendant la guerre d'Algérie, et qu'on ne connaît pas assez en France, et qui retournera donc en Algérie à l'indépendance, qui était un homme de théâtre, qui deviendra le directeur du Théâtre national algérien, et qui ensuite, lorsqu'il y aura le coup d'État de Boumedienne, en Algérie, eh bien, considérera que c'est une régression et reviendra en France et créera le FLN clandestin. Et il est évidemment très solidaire de la Palestine et très actif, et il sera assassiné justement par le Mossad, qui l'identifie comme étant un des organisateurs de Septembre Noir. Voilà, il sera assassiné à Jussieu, là. Enfin, sa voiture sera piégée. Il était à l'époque en France directeur du théâtre de l'Est parisien, oui. De l'Est ou de l'Ouest, enfin, il était administrateur du théâtre de l'Est parisien. Bon, bref. Il y a donc cette ce lien entre l'immigration et la Palestine est extrêmement vivace, on le voit, et donc après 67, on peut dire que c'est vraiment l'apogée de cette rencontre entre l'immigration maghrébine et la Palestine, et surtout le début des années 70, cette séquence entre 70 et 72. Alors, il faut quand même le dire, au sein d'un mouvement qui s'appelle la gauche prolétarienne. Ce sont surtout les maoïstes qui vont à ce moment-là, les courants maoïstes français, donc, qui parce qu'ils sont ils se sentent plus proches, et en tout cas, politiquement, ces courants maoïstes vont être beaucoup plus sensibles à cette immigration. Il faut savoir que l'immigration n'intéresse personne, hein, à l'époque en France, hein, l'immigration ouvrière n'intéresse personne. On a bien des immigrés qui sont au sein de la gauche, au sein du Parti communiste, etc. Mais bon, grosso modo, elles n'intéressent pas. Ils sont dans leur bidonville, à Nanterre et ailleurs, et ils ont vécu la guerre d'Algérie comme ils ont pu. Il y a eu les massacres du 17 octobre, rappelons-le, qui se sont faits. Ça n'a pas été un grand scandale pour la gauche, hein, même le Parti communiste, hein, rappelons-le, sauf le PSU, mais sinon. Donc bref. Et au début des années 70, on va avoir ces comités palestines. Ça, c'est le plus grand moment de liaison, les comités de soutien à la résistance palestinienne, pour être exact, qui vont être constitués à l'initiative donc, de la gauche prolétarienne. Et ces comités palestines, alors là, ça va être vraiment le point l'apogée, parce qu'on va avoir la rencontre entre cette immigration qui est déjà installée en France, cette vieille immigration ouvrière, très sensible à la Palestine, comme je l'ai dit, principalement algérienne, et avec un apport de travailleurs donc, du Maroc, de Tunisie, et de travailleurs et d'étudiants aussi. Et les deux se mélangent souvent. D'ailleurs, ce sont des étudiants au départ qui deviennent travailleurs en France, etc., et qui évidemment sont extrêmement polarisés par la Palestine, extrêmement polarisés. Alors, pour des tas de raisons. D'abord parce que ce sont des opposants à leur régime en général. Ce sont des opposants à leur régime au Maghreb. Et les Palestiniens aussi, on le voit bien, et bien sûr, parce qu'en fait, l'après 67, c'est cette espèce d'insurrection palestinienne dans le monde arabe, parce que c'était une insurrection aussi contre les régimes arabes, évidemment, qui ont échoué, qui ont failli dans la guerre de 67, et les Palestiniens reprennent leur cause en main et se détachent de la Syrie, de tout cela. Donc il y a une identité de vue. Les régimes arabes sont des régimes qui ont failli et des régimes considérés comme traîtres. Hein. Donc, donc cela est partagé aussi bien par l'immigration que par le mouvement palestinien. Et donc il y a cette recherche d'autonomie. Et le Palestinien, c'est le rebelle absolu. C'est le rebelle absolu pour les travailleurs immigrés, et il s'identifie à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au plan politique, ces comités palestines ne vont pas uniquement s'intéresser à la Palestine, mais ils concentrent aussi toutes les questions sociales qui sont celles de l'immigration. La lutte, les bidonvilles, les crimes policiers, le racisme, etc. Et donc, c'est ce qui est intéressant en même temps, hein, c'est cette synergie. Alors, je t'interromps juste parce que dans l'article, un article qu'on a envoyé pour
préparer un peu la séance, de Abdelali Hajjat, Oui, c'est le. qui parle de cette séquence-là. Il évoque donc ce rôle des comités Palestine dans la politisation des communautés issues de l'immigration maghrébine et donne une importance, donc un peu de pionnier. Et il parle de cette expérience comme étant une première des immigrés qui commencent à s'intéresser à leur sort en France et non plus seulement à regarder les pays d'origine et à s'intéresser à ce qui se passe dans les pays d'origine. Est-ce que tu confirmes? Et j'aurais peut-être, puisque j'ai pris la parole, quel est le rôle des étudiants palestiniens à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont un rôle aussi dans cette... Alors ils sont très peu présents d'abord. Oui, j'aurais dû le dire quand je parle d'immigration, j'inclus aussi immigration estudiantine. Les premiers comités palestiniens en France, alors en 47-48 justement, c'était un comité qui s'appelait les Amis de la Palestine arabe et qui était fondé par des étudiants arabes, libanais, syriens, qui étaient en France. J'identifie, je ne sais pas s'il y avait des Palestiniens, mais en tout cas, c'était des étudiants, puisque j'ai vu dans des archives le nom qui était déposé à la préfecture et tout, c'était des étudiants libanais et syriens, à ma connaissance, qui ont créé les premiers, ça s'appelait le comité des Amis de la Palestine arabe, quelque chose comme ça. Et ils étaient encore ensuite présents. Alors, ils vont être bien sûr présents, les Palestiniens, mais pas uniquement. Alors, les étudiants, bien sûr, à ce moment-là, tu as tout à fait raison. Et surtout, des représentants même de l'OLP. C'est ça. Bien sûr, Azdin Kalak, Mahmoud Amshari, et donc ils sont assassinés tous les deux. Et bien sûr, et là, c'est très intéressant parce qu'on va avoir vraiment cette grande rencontre, surtout avec Azdin Kalak, Azdin Kalak qui était extrêmement actif et qui était à Barbès sans arrêt, etc., qui était vraiment... Et là, on a eu une grande synergie entre ces représentants de l'OLP et puis l'immigration. Alors, Hajjat dit ça effectivement, et il a raison de le dire, mais ce que je veux dire, c'est dans la politisation. Mais moi, je parle plutôt de rencontres. Disons que ces comités palestiniens ont permis de politiser, mais l'inverse aussi est vrai. Je veux dire, c'est dialectique. Il y avait de toute façon, moi je parle d'une rencontre parce que c'est cette figure du Palestinien qui va émerger. Il y aura même une troupe de théâtre, la Hasifa, de l'immigration, et c'est pas un hasard si elle a pris ce nom de la Hasifa parce que c'était le début, c'était le nom de la branche armée palestinienne. Et donc, oui, ça va être une expérience de politisation très importante. Alors, ça va durer jusqu'à Munich, parce que c'est 70-72. Et là, la grande rupture, c'est l'opération de Munich. Alors, très rapidement, Munich, l'opération que tout le monde connaît, aux Jeux Olympiques. Et à la suite, et la gauche prolétarienne était l'organisation, on peut dire qui était la plus engagée à la fois aux côtés de l'immigration et à la fois dans le soutien à la Palestine. Sur la cause palestinienne, avec des gens comme Jesmar, etc., Beni Lévi et autres. Et Munich constitue une rupture puisque la direction de la gauche prolétarienne va dénoncer l'opération de Munich. En fait, ça va être très complexe parce qu'il y a un moment de cafouillage pendant quelques jours. On peut dire que la direction, notamment Beni Lévi, qui était la figure la plus importante, qui était secrétaire de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, pendant un moment, soutient l'opération de Munich. Ensuite, il revient sur ses propos. Beni Lévi, lui, évidemment, la dénonce. Et alors qu'auparavant, c'était la lune de miel, mais l'été d'avant, certains le contestent, c'est vrai, c'est pas, j'espère le contestent, mais moi, je le sais de militants de la gauche prolétarienne. J'étais pas la gauche prolétarienne, mais j'avais pas mal d'amis à la gauche prolétarienne et qui m'ont confirmé qu'effectivement, l'été d'avant, 50 militants français devaient aller s'entraîner dans les camps palestiniens juste avant cette histoire. Bon, évidemment, tout est tombé à l'eau, puisqu'après Munich, ça a été la rupture. Non seulement la gauche prolétarienne condamne l'opération de Munich, la direction, mais toute une base de la gauche prolétarienne soutient l'opération des Palestiniens. Pas qu'uniquement une base maghrébine, d'accord, aussi de Français qui étaient militants. Il faut dire que la gauche prolétarienne a rassemblé un certain nombre de ce qu'on appelait les nouvelles figures sociales. Beaucoup de jeunes de province qui montaient à Paris, qui se retrouvaient à Paris, des femmes, etc., militantes, féministes, etc. Il y avait toute une synergie de ce qu'on appelait les nouvelles figures sociales qui étaient aussi à la gauche prolétarienne et qui, voilà. Et en tout cas, non seulement la gauche dénonce
cette opération de Munich, mais elle va s'auto-dissoudre. Elle décide de s'auto-dissoudre à la suite. C'est absolument unique. Elle décide de s'auto-dissoudre. Et elle s'autodissout, c'est la direction qui le décide, sans congrès. C'est-à-dire que toute la masse, on ne comprend pas bien si on ne sait pas ce qu'était la gauche prolétarienne, qui était l'organisation d'extrême gauche la plus importante en France, la plus radicale, et qui commençait à devenir extrêmement importante numériquement, qui était dans les mines du nord de la France, justement dans l'immigration marocaine et où qui était aussi chez les Bretons, chez les paysans travailleurs. Il y avait les paysans travailleurs, des paysans dans la gauche prolétarienne, des jeunes paysans, etc., qui étaient dans les usines. Donc c'était une organisation très très importante. Alors évidemment qui n'était pas aussi importante que le Parti communiste, etc., qui était même un rival du Parti communiste. C'était des affrontements à coups de barre, etc., entre le Parti communiste. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que le divorce avec la communauté maghrébine s'est fait sur la Palestine. Mais pas seulement avec la communauté, mais notamment... Et oui, et c'est exactement ça, c'était un divorce tout à fait, parce que le lendemain, alors évidemment la base maghrébine de la gauche prolétarienne refuse évidemment cette dissolution, mais prend cette dissolution comme étant cette dénonciation de l'opération et cette dissolution comme étant une trahison, et décide, c'est là-dessus que va se constituer le mouvement des travailleurs arabes, le MTA. C'est à la suite de cela, ils disent, voilà. Il y avait déjà cette volonté de s'autonomiser. Et donc, du coup, finalement, cette rupture va aussi permettre cette autonomisation. Et c'est là que le mouvement des travailleurs arabes va prendre son essor. Et là, ça va être une expérience formidable d'autonomie politique. Alors, c'est compliqué parce que on a des travailleurs, des militants qui sont pourchassés dans leur pays pour beaucoup, notamment des Marocains. J'en ai connu plusieurs qui étaient évidemment qui étaient tricards, qui pouvaient plus retourner, comme on dit, qui pouvaient plus retourner au pays, etc. D'autres condamnés par contumace à des peines incroyables. Les Tunisiens c'était pareil. Les Algériens ça allait à peu près parce qu'à l'époque le régime algérien maintenait officiellement son soutien entier et plein à la cause palestinienne. Donc voilà. Mais on avait quand même des gens qui étaient persécutés dans leur pays, qui étaient persécutés en France, qui étaient arrêtés. Il n'y avait pas les histoires de papier. Alors en même temps ça se faisait dans un contexte de lutte pour les papiers sans arrêt, des grèves de la faim, bref, c'était un contexte pas facile, je veux dire, comment d'expulsion, dans des conditions de vie extrêmement précaires. Et ça a été extraordinaire, cette volonté de cette autonomisation, et bien sûr en portant le flambeau. Et là-dessus, il y a cette grande grève de la Sonacotra. Et cette grande grève des foyers Sonacotra est un élément essentiel aussi qui a structuré même l'immigration, la grève des foyers de travailleurs Sonacotra. Et là, c'est une anecdote qui nous ramène aussi à la Palestine, qui est assez incroyable, qu'on peut trouver dans les archives de l'INA sur Internet. C'est cette grande grève des foyers Sonacotra qui va être complètement abandonnée de la gauche française. Une partie de l'extrême gauche va continuer, mais vraiment une petite partie va continuer à soutenir. Donc c'est une grève des loyers. Les foyers Sonacotra qui accueillaient les travailleurs immigrés, qui étaient ce qu'on appelait des marchands de sommeil, dans des chambres vraiment exiguës. Souvent, ils étaient obligés de vivre à 2-3 pour pouvoir économiser de l'argent, et donc dans des conditions vraiment très très difficiles. Et les locataires contestent les loyers excessifs, et ils décident de faire une grande grève, qui a été un mouvement fabuleux dans toute la France, des dizaines de foyers en grève, avec une coordination clandestine, avec des congrès clandestins, parce que les policiers les pourchassaient donc les militants. Et ça a été une page extraordinaire, cette grande grève des foyers Sonacotra qui a duré plusieurs années, 4 ans, 4-5 ans même, qui a été quelque chose d'extraordinaire. Et qui se termine, et c'est terrible, la fin de cette grève, qui se termine, je ne sais plus où, on l'a dans cette séquence de l'INA, qui se termine, est-ce que c'était au Blanc-Ménil justement, ou c'était par là-bas, dans ces contrées sauvages du 93, pardon, j'ai rien dit. Et on a Mustapha Cherchari. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'ai eu l'honneur de le connaître, qui était un grand militant de toute cette période, Comité Palestine, de la guerre d'Algérie, rescapé du 17 octobre 61, qui a été balancé à l'eau, qui a réussi à regagner la rive couvert de sang et tout, lors du massacre et tout, qui ensuite a tout fait. Et Mustapha Cherchari, qui est dans la grève des foyers Sonacotra, se termine par un camp de tente, parce que au final, les policiers vont expulser tous les foyers en grève. Et donc, ils se retrouvent à la rue. Et soutenus par très peu de gens, quelques militants gauchistes, etc. Donc, ils disent, on est comme les Palestiniens. Et donc, ils vont constituer un camp de tente, dans la boue, etc., du côté du Blanc-Ménil, je me rappelle toujours.
Et ils disent, voilà, on est comme les Palestiniens ici. Et il y a cette séquence de Lina, j'arrive pas à retrouver, de Mustapha Cherchari avec un accent à coupe et au couteau, mais il avait un accent extraordinaire, terrible, c'est un Algérien, et un type extraordinaire que j'ai eu l'occasion de connaître dans les années 80, et qui dit, voilà, on est comme les Palestiniens et on tiendra. Bon, voilà, c'est cette image, j'ai toujours cette image de la fin de cette grève de la Sonacotra qui est... Voilà. Alors très rapidement, ensuite, ce sont les années 80. Et bien sûr, et là, c'est renouveau. Alors on a une nouvelle séquence qui commence avec la seconde génération, 83. Mais auparavant, les grèves de Talbot. Les grèves de Talbot, 82, enfin, elles vont s'échelonner entre 82, 83, 80, 82, 83. Et après, ce sont les grèves d'Aulnay. Et là, j'en parle parce que j'étais sur place. Mais juste après, je me souviens bien que juste après la grève de 80, après la marche pour l'égalité de 83, où nous étions enfin à la réception de la marche. On n'a pas fait la marche en France, hein, mais il y a une grande manifestation qui accueille cette marche pour l'égalité de seconde génération. Et au même moment, il y a ces grèves de Talbot. Et une partie des jeunes ira à Talbot, etc. Talbot. Poissy. Si, Talbot-Poissy, c'est ça. Il y a ces grèves de Talbot à Poissy. Une partie des marcheurs ira exprimer leur solidarité. Et nous sommes allés à cette grève et c'était incroyable parce que l'usine était encerclée par un syndicat facho, pro-direction évidemment, que la direction avait fait venir. Même ils avaient fait venir des syndicalistes dans des cars, de Bretagne, ils avaient fait venir. Et la CSL, voilà, la Confédération des syndicats libres. Et qui encerclait l'usine et qui est pour la liberté du travail et qui se mit à harceler les ouvriers et enfin à les arroser de boulons de tout cela. Il y a eu plusieurs blessés, il y a des images de cela, gravement blessés, et les gens disaient « nous sommes comme dans Beyrouth encerclés ». C'était vraiment travers nous sommes comme dans Beyrouth encerclés. Alors les fachos chantaient la Marseillaise, faisaient le salut nazi et disaient les Arabes à la Seine, voilà, avec les CRS qui étaient devant et qui les laissaient totalement nous canarder et sans aucun problème. Mais c'était aussi cette référence à la Palestine qui revient sans arrêt. Parce qu'en 82, il y avait eu Beyrouth, donc c'était encore très... Et puis la marche. Ces marcheurs. Alors ces marcheurs, avec le kéfier, vous savez, l'incident où Mitterrand ne voulait pas les recevoir tant qu'ils n'auraient pas retiré leur kéfier, et où ils ont tenu bon. C'est d'autant plus intéressant à noter que ces marcheurs, et par ailleurs, ils n'étaient pas n'avaient pas une grande connaissance de la politique politicienne ou de l'extrême gauche, etc. Ce sont des gens qui se sont formés sur le tas, qui étaient extrêmement courageux, qui étaient Toumi Dioja et tous les autres, mais qui n'étaient pas coutumiers du fait politique, enfin du vocabulaire politique, de toute la... Et qui donc, mais qui se sont reconnus dans la Palestine. Alors Toumi Dioja, en plus, est un fils de Harki. Alors il y avait plusieurs fils de Harki parmi eux, donc comme quoi ça n'avait rien à voir avec... c'est assez intéressant aussi, mais qui s'identifiaient aussi donc, aux Palestiniens. Et donc, ils seront reçus, mais ils garderont leur kéfier. Voilà. Il y a là-dessus, il y a la création des SOS Racisme avec ce que l'on sait. Et alors, pourquoi est-ce que Mitterrand leur demandait d'enlever le kéfier ? À cause de la référence politique. Mitterrand leur demande de retirer le kéfier à cause de la référence politique trop forte aux Palestiniens. On était après les massacres de Sabra et Shatila. Il faut comprendre l'énorme traumatisme que cela a provoqué, Sabra et Shatila. Pour nous-mêmes, Désolé. Excuse-moi. Et donc, ça a été, je crois, le traumatisme de notre vie, Sabra et Shatila, le choc de notre vie avec la guerre contre l'Irak, ensuite la destruction de Bagdad. Je crois que c'est les images qui reviennent et qui scandent une vie de façon absolument terrible. Et Sabra et Shatila, c'était un... Et donc, pour tous ces jeunes, c'était aussi cela. Je veux dire, c'était cette référence à ces Palestiniens et cette identification. On ne peut pas comprendre sinon... Alors, ce qui est intéressant là, justement, c'est que qu'est-ce qui intéresse ces jeunes chez les Palestiniens, encore une fois, c'est l'autonomie. Je crois que c'est le maître mot qui revient sans arrêt. L'indépendance, l'autonomie politique, c'est ce qui fascine. Et la radicalité. C'est ce qui fascine chez ces jeunes. Voilà, un mouvement palestinien sans concession. Alors auparavant, il y avait toute l'histoire des... Oui. Ouais, non, mais c'est parce que comme on va aboutir vers la question-réponse, j'allais te faire un bond en avant. Alors on va faire un grand bond. Parce que tu parles d'autonomie, de radicalité, et du coup, juste, j'ai envie de te lancer sur
Qu'est-ce qui change avec Oslo, du coup, les accords Alors, d'Oslo ouais. et l'entrée des Palestiniens dans le processus de paix? Est-ce que ça affecte l'engagement de ces militants en France ou pas Alors, oui, parce que Oslo, en même temps, c'est une rupture alors générationnelle aussi, en même temps qu'une rupture politique. C'est que la fin des années 80, c'est la fin de cette génération, parce qu'il y a une sorte c'est synchrone, hein, c'est-à-dire qu'en même temps qu'émerge ce qu'on appelait cette seconde génération de l'immigration, avec la marche pour l'égalité, etc., eh bien, cette première génération de lutte, elle commence à être un petit peu âgée, hein, cette génération qui a connu, le mouvement des travailleurs arabes, qui a connu, etc., les comités palestiniens, elle commence à être âgée, et il y a une sorte de passage du témoin qui se fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce passage du témoin. Ce passage du témoin qui se fait comme ça, comment cette nouvelle génération se retrouve investie du soutien à la Palestine. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'il n'y a pas eu de contact direct entre eux. Personne n'a dit, bah, tiens, c'est à votre tour, etc. Mais ça se fait comme ça. Et Oslo, et donc c'est une rupture politique, parce qu'évidemment, beaucoup ne se reconnaissent pas dans Oslo. Ils voient bien, surtout qu'Oslo est l'enfant de la destruction de l'Irak. Et ça, on ne peut pas ignorer cela. Oslo est l'enfant de la destruction de l'Irak. Et pour ceux qui ont connu la destruction de l'Irak, je crois que, je dis, c'est le second événement le plus terrible de notre vie. Bagdad en flammes, c'est l'événement le plus terrible qu'on ait pu voir avec les massacres des camps de Sabra et Shatila. Et comment on va imposer, en quelque sorte, parce que Oslo a été imposé, on le sait tous maintenant, je veux dire, bon, et ça s'est fait au prix de l'annulation, vous le savez, des résolutions de l'ONU, qui condamnaient Israël comme étant un État raciste, etc. Une des conditions pour que se tienne la conférence de Madrid, qui va être un prélude à cela, eh bien, une des conditions pour que Shamir met à ce moment-là, bah, c'est qu'il n'y ait plus, c'est absolument incroyable, c'est qu'il n'y ait plus c'est qu'on annule les deux résolutions condamnant Israël et l'Afrique du Sud, parce qu'elles avaient été faites conjointement, comme État raciste, pratiquant l'apartheid, etc., etc. Alors, Oslo, ça va être une déprime, une déprime. En même temps, la déprime, c'est aussi la destruction. Il faut comprendre ce que c'est la destruction de l'Irak et la fin de l'URSS. Alors, non pas que les gens aimaient l'URSS forcément, mais c'est la fin d'un cycle. On voit bien que c'est la fin d'un cycle où s'impose la toute-puissance états-unienne et où il n'y a même plus de contre-pouvoir. Et on parle à l'époque de monde multipolaire, et maintenant le droit international va être vraiment, vraiment respecté. Mais bien sûr, on connaît la suite. Et donc tout cela est très, très, très problématique. Très, très problématique. Donc beaucoup de gens... Il y a un recul, il va y avoir un recul qui va durer jusqu'en 1988. 98 en gros, enfin la fin des années 90, où là on va avoir un renouveau. Alors on a des cycles de lutte comme ça pour la Palestine, qui à chaque fois ça revient. Alors 98, avec cette grande marche que nous faisons dans Paris, la marche pour le droit au retour, etc., qui est un événement, parce que là on est marqué par la jeunesse des manifestants. Et pour la première, on dit, mais oui, c'était l'effet de seconde génération. On n'avait plus tous ces étudiants, tous ces travailleurs, etc. Et nous-mêmes étions étonnés, parce qu'on a toute une masse de jeunes, et une manif de 8000 personnes à l'époque, c'est vraiment beaucoup pour la Palestine. 8000, 10 000 personnes, c'est vraiment beaucoup en 98. Et beaucoup de jeunes parmi eux, et voilà, nous sommes nous-mêmes étonnés, et on voit bien qu'à ce moment-là, il y a un renouveau de la lutte. Il y a un nouveau cycle de lutte, et à mon avis, sur lequel on est encore. C'est encore ce même cycle de lutte sur lequel on est. Alors après, très rapidement, les années 2000, la seconde intifada, bien sûr, la deuxième guerre contre l'Irak, la guerre contre le Liban à nouveau, et puis 2009, Gaza, 2014, jusqu'à 2014, hein, on peut dire qu'on a... Et là, on a quand même, et ça c'est vraiment intéressant, on a un enracinement, on a un enracinement de cette cause palestinienne en France, même s'il y a des péripéties qui font que parfois on a l'impression qu'on ne fait pas le plein comme on devrait le faire, mais c'est clair. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a un enracinement qui maintenant n'est pas uniquement dans le paysage, mais fait partie, et là c'est peut-être un point qu'on voulait aborder, Tahel, c'est-à-dire effectivement cette autonomie, et qui a été caractéristique, qui a été très très visible en 2014. En 2014, c'était assez extraordinaire, parce que l'appel a été fait, c'était un petit peu une sorte de divine surprise, puisque personne ne s'attendait à
un tel afflux de personnes. Et puis, rappelez-vous, cette bataille de Barbès. Cette bataille, avec les manifs interdites. Ce qu'on appelait la bataille de Barbès, c'est quand même quelque chose, puisqu'on et donc c'est important de nous arrêter là-dessus. Pourquoi cette manif de Barbès? Pourquoi cet acharnement du pouvoir? Qu'est-ce que Valls craignait pour aller interdire une manif? N'importe quel politicien un peu intelligent dit bah, il va manifester qu'il manifeste, d'autant plus que on sait très bien qu'il n'y a jamais eu que ces histoires de débordement étaient absolument faux, que ces histoires d'attaque de synagogue étaient totalement faux. Non seulement ils étaient faux, mais on a eu l'occasion de poser la question à l'état-major de la police lui-même, en notre présence, avec notre avocat. Et l'état-major de la police lui-même a dit, et c'est consigné, il n'y a jamais eu d'attaque, ils n'ont jamais eu, eux, connaissance d'une attaque de la synagogue. Et c'est quand même assez extraordinaire que maintenant, dans les archives, on dit ça là. L'état-major de la police, pas le commissariat de police, l'état-major de la police, de la préfecture de police de Paris. En présence Pour resituer, c'est cette attaque de la synagogue présumée, annoncée, qui avait justifié l'interdiction de la manif suivante à Barbès. Elle était interdite au nom d'une... Et donc, qui n'a jamais eu lieu. Qui n'a jamais eu lieu. Mais même le rabbin de la synagogue lui-même l'avait dit. Mais du coup, alors c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'était la grande crainte de Valls, c'est l'autonomie. Une masse de jeunes qui déferlent comme ça, en toute autonomie. Mais c'est le scénario, c'est le cauchemar. Scénario catastrophe. Autonomie vis-à-vis de qui? Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, vis-à-vis de la gauche française, d'habitude, il y a toujours cette gauche française qui cornaque un petit peu, qui a tendance à cornaquer. Tout mouvement d'immigration, on a toujours eu le sentiment que l'immigration était une sorte de chasse gardée de la gauche française. Et elle-même n'osait rien faire en dehors de la gauche française, et on le voit bien avec cette espèce de paternalisme qui d'ailleurs va rebuter beaucoup de jeunes et qui va aussi créer, et qui va aller très loin, parce que ça va créer toutes ces listes au municipal, et pas forcément pour le meilleur, Bon, il y a une différence politique qui est en train de se faire actuellement. Mais bon, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une volonté, ces jeunes expriment aussi une volonté d'autonomie, de fin de ce paternalisme de la gauche. Et donc, c'est toujours très, très inquiétant pour un gouvernement, une masse de jeunes ou pas de jeunes, il n'y avait pas que des jeunes, mais enfin une grande partie étaient jeunes quand même, qui sont capables d'agir, et d'agir, justement, ça qui est intéressant, et c'est cela qui, à la limite, inquiétait sans doute beaucoup plus Valls, c'est qu'ils ont agi avec une sagesse politique extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de débordement. C'est absolument faux. Et les slogans étaient limpides, étaient clairs, ils étaient absolument... D'ailleurs, toutes les affiches, toutes les photos de ces manifs l'attestent, il suffit de grossir, on voit bien tous les slogans. Je veux dire, donc c'est assez extraordinaire, toute une base de gens qui sont capables de s'organiser, de faire des manifs avec des slogans tout à fait intéressants politiquement, sans débordement, alors que ce sont des jeunes qui sont considérés comme étant des sauvageons, etc., et qu'à la première occasion... voilà. Donc, je crois que le gouvernement a eu très peur, et il a décidé de frapper fort, et surtout de criminaliser un mouvement, et je crois que c'était autant pour la Palestine que pour la représentation sociale, politique franco-française. C'était vraiment pour les deux. Pour la Palestine, évidemment, venant du personnage que l'on sait, mais aussi pour ce que disaient ces manifestations, sur cette volonté d'autonomie et sur cet avenir. Potentiellement, il existe en France un vivier, et je crois que c'est cela qui est inquiétant.